Depuis mon plus jeune âge, quand je remplis des papiers pour indiquer mon lieu de naissance, j'écris Sefrou avec la mention Maroc parce que personne ne connaît. Colette, fascinée par ce petit coin du Moyen Atlas perché à 800 mètres d'altitude au sud-est de Fès, l'évoquait par ces mots. Le paradis terrestre, à peu près tel que nous l'imaginons, si nous l'imaginons oriental, peuplé et restreint. Sefrou est une terre fertile, juteuse, toute frémissante du rire de l'eau. Les garçons sont beaux, les jeunes juives lisses, étincelantes d'yeux et de dents. Tapi dans des souvenirs d'enfance, Sefrou est resté en moi, comme une douce blessure, une mémoire enfantine enveloppée d'une pudique nostalgie. Je suis un des derniers David nés à Sefrou, qui en a vu naître tant d'autres. Si la ville, quoique transformée, subsiste, le monde dont je suis issu n'y existe plus. La petite Jérusalem du Maroc ne compte plus un seul juif. Pourtant, ils commencèrent à s'y installer il y a plus de 2000 ans. Avant l'arrivée des Arabes et de l'islam, ils furent même au moins aussi nombreux que les musulmans de la ville, dans un Maroc où ont vécu 300 000 juifs. Alors que j'interrogeais un ancien, il me confia des bobines vieilles d'un demi-siècle, gardées dans son grenier depuis. Je découvrais des images proches et lointaines, étranges et familières, d'un monde qui n'est plus, mais dont les acteurs vivent ailleurs. Pris dans le tourbillon de l'histoire, protectorat français, création de l'État d'Israël, indépendance du Maroc, ils sont tous partis, certains en France, d'autres au Canada, la majorité en Israël, où ils se retrouvent, essentiellement à Ashdod. Comme jadis à Sefrou, à l'occasion de la fête de Soukhot, symbole de l'errance du peuple juif, mon grand-oncle Moshe construit sa cabane au pied de son immeuble où il réunira toute sa famille pour le repas traditionnel. تعلمت عند النبل الولياء عند ربي رحميم الباز نورها قريت عند ربي أتشي الباز قريت عند ربي أتشي الباز ولدت 17 عام خرجت نخدم قبل تسموا لي ما كان عندهم والو خرجت نخدم أنا جلست واحد النهار وزا واحد خهادي ماري أجولاي رجلها دي ماري أجولاي أمويال المرسي وهذا الولد ديال اسمه سي احمد سي زرزاي بدايه على التعروب انا نلعب به الفاس على المسنة كان عباني الفاس كنت انا كان عنده نشرب على المليس صنعاء اللي كترشان تعلمت عنده شرب 50 أو 50 براز العلا بهو يلولا بعير كديس الكل هوديها كل بيو ديليها وشيعت يدها وما سميع لي خرعي برشوت شمعيم برشوت أبرا بس يودان خشخيم برشوش مري بربوتاي كامور بوشات تاريخان مسفيار خلصون بروخ التادوناي إلى نوم رخاء عولام هم مسلحين من الأرض آمين
يوسف كاللولات حمتات لي بابو نبي الله اتروب كلا كيلولا شكا بلولا لعن سيقولا يا نيانونو يسوتينا. أنا ما كنتش أحب نمشي لإسرائيل. هذا بس كانوا عندي الدراري كلهم صغارين وكانوا الناس يخلوني لو بديني من الدراري الصغار ما مشيناش لإسرائيل، ما كنتش نحب نمشي أنا. شحال من نوبة كانوا يمشيوا لي هدو أنا عمري ما نخرج، عمرك أحمد إسماعيل أيتام كنا نسكنوا في الملاح حتى يخرجوا من الملاح، مشينا سكننا في درب الميتار، قلت لها اللي يحسبوا نعملوا نمشيو لدرب الميتار وما باش نخرج من السفرة ما كنتش نحب نخرج أنا خليت من وراي 6 الفاميلات، 6 اللي يشبعوا يبقوا في السوق. من وراها أنا زيت ليت بيساح وما شبع بيساح دول الفاميلات زو بحالهم وبأسفروا خوي وبأسفروا تحت. Yuval, 66 ans, est le fils du frère de Moshe. Mon père il était trop âgé pour quitter ce front. Et ça m'a tout le temps travaillé de le forcer à venir ici. Son activité, c'était d'aller au Schleu, là-bas, l'air pur, d'acheter chaque semaine, chaque jeudi, aller acheter les bêtes, les moutons, les vaches et tout. C'était son activité, il aimait ça. Et c'était sa vie. Mais une fois en Israël, moi je disais à mes frères, qu'est-ce qu'il va faire mon père? Avec qui il va parler? Quelle langue il va parler? Et où ils sont chez Schleu? Où il va trouver ce commerce qu'il faisait? Et rien, il va céder facilement. Et ça a été comme ça. Après une année ici, il est tombé malade. Et il est parti. Mais avant de monter en Israël, lorsqu'on a été au Grand Candarinas, mon père il a acheté quelques bricolages. Et parmi ces bricolages, un frigidaire. Un petit frigidaire où c'est un gousse. Alors il m'appelait, il m'a dit, écoute mon fils, tu vois, tu connais l'arabe là, le dernier qu'on avait vendu 30 ou 35 moutons, hein, et un peu de là et là. Et il nous amenait le beurre, le lait, la laine et tout chaque année. Et avec tout ça, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté, il n'a pas dit un frigidaire. Avec tout ça, j'ai acheté, voilà, comment on appelle, une boîte en tôle. Il a appelé frigidaire une boîte en tôle. Il m'a dit, avec tout ça, avec tout que j'étais bien vu, voilà. Tu as vu où on va y aller? Il m'a dit. Il était intelligent. Il m'a dit, tu as vu où on va aller? هاي غير حب يخرج انا ساعات مشيت انتصبت معاه ريتو يبكي في التران جالس يبكي ولا غاسس قال لي يا ودي انا كنت معلم دابا نمشي نرجع متعلم. ندورا هو كان كتب لي واحد البرام من اسدود للمغرب وكان قال لي هذوك المزبوط دي فاش الزرين هنا ما كاينينش بالملايين ما تصيبهمش واريس اسرائيل هذه فاش نتينا باريس اسرائيل ما قال لي نحبك بس عندي علي نزير هنا وابط في الخدمه اللي ادخل تما في البلاد وقال لي كنطلبوا الله يكون السلامه في الدنيا ونرجعوا نتوارى ويجي حتى هو Moshe, qui était l'homme à tout faire de la synagogue à Sefrou, continue ici la même activité dans la synagogue que les Séfraouis ont construite avec leurs deniers, pour se retrouver.
En plus du déracinement qui fut fatal à mon grand-père, les Marocains durent subir jusque dans les années 70 des discriminations de la part d'un établissement exclusivement européen. Beaucoup m'ont raconté les petites et grandes humiliations restées gravées dans leur mémoire. Parqués dans des habitations temporaires pour construire les villes nouvelles, leur retour à Sion aura un goût amer. Ils vont souffrir et parfois se révolter, comme ici à Haïfa, puis plus tard, en constituant le mouvement des Panthères Noires. C'était tellement difficile que si tu n'avais pas de protection, tu n'as pas à trouver le travail. Et surtout si tu étais marocain, à ce moment-là, c'est pire encore. C'est pour ça que les Marocains ils ont commencé à chanter des chansons comme quoi ils vont aller au travail. Alors ils disaient أمرتني ماروكو أمر لي خبيته أمر لي خبيته. إيه أفريح استاف يعني الصناعة ديالي مالك ما يفوتوا لي سنة الكتريسيان هلا قبل تسمى سكويلا أريد أنا ما أريد سكويلا أنا تعلمت غير عند الطليان والإسبانيول كانوا يخدموا في كسر السوق وتما تعلمت الصناعة بالحق هما يقول لا هنا ما كيقبلوش ديال الكتريسيان يجيب لهم أنا عبيت لهم ليتا سيفيل فيها الكتريسيان وهذه الكوميسارية فيها الكتريسيان لا صريخ نجيب لهم تعاود الأرايا بس أريد بين أريد أنا وأنا ما كانتش عندي ساعات هما دابا مشيت صابنوا لي ميغدال سالهم هنا في تل أبيب نشعل نقوس قوس لا عنده دور ما قوس زو قال لي سير بحال دابا التعاودة توصل للدار أنا قالوا جهازتني التعاودة أوزير حسب الله ماشي حسب الله مش ما أوزير أنا مشيت لتل أبيب قلت له تعطيني أوزير حسب الله أنا نسينا تسمى ما عنديش خرج من هذا البيت في السد يعذب وأنا نتوبو زو قال لي نتينا إلكتريسيان 100 عاوج بالها بلي لي مودي ما يفشل أنا قلت له السعادة جيت أنا في هذا كان حروسي قدامي وحتى هو قال لي بين ما أراس تعلم على زو قال لي ماشي في حال الناس دي أوروبي الماروكان أنا أصلي جيت ما نسأل واحد يزيد لنا أنا عاود واحد زو قال لي أنت حماق وكان بتهرس عليه ديال الميدان. Une fois, j'étais dans une queue pour aller au Patrolim, à Haïfa, oui, je me rappelle. Et il y avait deux jeunes filles derrière moi. Et moi, j'étais encore jeune, je n'avais même pas la barbe. Un beau jeune homme, blanc, la peau blanche et tout, comme un Européen. Et ces jeunes filles, ils ont commencé à discuter avec moi, d'où tu es, non, où tu habites. Hein? Et combien de temps tu es en Israël? Moi, j'avais dit 3 mois. Il dit, 3 mois, je parle bien l'hébreu. Et moi, j'avais dit que j'étais de Kibbutz Engev et tout. Et tout d'un coup, il me disait, de quel pays tu es? Alors, j'ai dit, je suis du Maroc. Alors, je me rappelle, dès que j'ai dit que je suis du Maroc, ces jeunes filles, ils n'ont plus m'adressé la parole. Ils ont tourné leur tête. Mais j'étais encore un nouveau immigrant, je ne savais pas qu'est-ce que c'est. C'était normal. Mais après, j'ai vu que le Marocain était mal vu. Mes racines, moi, j'étais au Maroc, mais je suis monté ici un peu jeune, à l'âge de 18-19 ans. Mais les vraies racines de la jeunesse, c'est Sofrou, pas le Maroc, c'est Sofrou. Moi, je n'ai pas connu le Maroc. La vraie racine, c'est Sofrou, les petites ruelles, la belle vie, les arbres. C'était un paradis. Pour te dire, pour moi, c'était un paradis. Les évocations du passé les ont à nouveau fait rêver de leur petit paradis. Tiraillés entre enthousiasme et appréhension, ils ont décidé de réaliser avec moi ce rêve inavoué. Retourner à Sofrou plusieurs dizaines d'années après. سيدتي وسادتي لقد نزلنا بمطار فاسيت والساعة تشير إلى 1:00 بعد الزوال و10 دقائق حسب التوقيت المحلي. خلاص وفاش كبرت كنحب نشوف صحابي المغاربه اللي تما وكنحب نزور الوالدين وعندي فرحه وكنعرف الشرو بين هو بحال ما كنعرفو مازال والو.
يا سيدي مريت من هواني مريت من هواني غير حفظ الصلاة ومعاني غير حفظ الصلاة ومعاني قلبه خشيع راسه حنين قلبه خشيع راسه حنين قلبه حليب صافي ما في خدوع سايب عن وأنا نوصل جرام بوربان وأنا سفرو سفرو سي لو ميم شوفرو Là, c'était un hôtel. Là, c'était l'hôtel de Kabissa. L'hôtel de Kabissa, et il y avait aussi l'entrée d'ici. Et là, c'était les coiffeurs. هنا كان الدنيا مفتوحة هنا كان التايور. هنا التغيير بوشي طبالي صباح لبس عليك خادي بو خادي هارون طبالي بنودي هارون وبنودي هارون طبالي لبس عليك أنا ماشي في الدار ولا لا الغالي ديالك طبالي صاحب الكوميتي صاحب الكوميتي بنودي هارون فريدة الحمام هذا الحمام صافي عمر بن دومي الحمام قفلوها صافي دار عمر بن دومي هذه دار هذا بالنسبة هذا الحمام كانوا يشربوا الحمام يسخن الماء من هنا حمام هذا هذه الحمام هنا كان يسكن بانوس هنا يسكن بانوس خلا من هنا Moshe et Yuval vont vite se fondre dans les dédales de leur passé. Au Mela, ghetto juif autrefois surpeuplé, puis dans tous les lieux qui ont rythmé leur vie ici. Au XIXe siècle, le grand rabbin de Sefrou, Raphaël Moshe Elbaz, écrivait « Aux époques de famine, le grand chef de la communauté des musulmans avait coutume de me demander de beaucoup prier parce qu'il me considérait comme un ange. Et parfois, lorsque l'imam montait dans la tour de leur maison de prière, à l'aube, pour accueillir la journée avec des hymnes, j'avais aussi coutume de lui répondre de la fenêtre de ma maison par des hymnes en arabe. L'imam se taisait pour écouter. Pour Moshe, ce rabbin est un saint, et c'est tout d'abord sur sa tombe qu'il va se recueillir. زمع الموال بالشامية زمع الموال بالشامية بلا لا بيتين وطبو سعادي عبد المسيح رئيس إسرائيل جماعة المصاحف اللي كانوا في البلاد في الصلاة مصاحف التوراة البراسات سهلين تسليمات السيسيوت مصاحف الزهار كل ما سيالين تفنتونا في هذا الموضوع ما حبيتش نخليه يبقى مسيب جبته من الصلاة وتنسى في هذا الموضوع كله تسكلو تفوت فيه غير المصاحف بس نزورك تشتريها كانت منك بس توكيت عليهم رحمهم يا رسول والأولاد هارون كلهم بيا حال ولاد وبنات زيخوت الزهور اللي كنت أراه زيخوت سليم
وجي خوتي الأساس سيمسي ما دي كانت عندك كنت ديما نسيب راسك حياة ما مرمى سترسك انا بس بدلت لا انا غير 20 عام انا 40 لا 34 قبل ما ريت عسكري انا في الدار وبنيتو شي سميت انا نجوز ونشوف هو الشيء عبيناه ونشوف ان شاء الله فين ولد ها هو انا الريول حيت دائما نتفكر هذا الموضوع ونقول واش كاين نقول لا يمكن بلاو تما وما باش حيت كان على الطريق دابا انت قلت لي مازال انا مشيت مازال انا مشيت مازال الطريق السلامة على السلامة لاباس نطلعوا صحيح ولا باتينا هذا مشيت لهاد السكن ولقيتو جدا مشينا عملت هاد البلاصة السطاح كان الاخرى ما كانش السطاح يعني لا ما كانش السطاح الاخرى ما كانش السطاح كان با هو وباك اصحاب ما كيتفرقوش غير هذاك يهودي وهذا مسلم وكانوا شاركين الكسيبه والبقر شويه شويه ما تبا ما تبا وبقى باك جال هنا لعندنا منين مات وكيبكي عليه بحال يعني خاها وكثر كيبكي عليه بالبكي بقينا شي يامات وديك الكسيبه وداك البقردي اللي شاركين ما دايرينش الكونترادا والو جا عندي انا قال لي ودي نسينا شكون ديجاك با باك ايه باك هارون جا عندي قال لي ودي ديك الكسيبه دي شاركت مع باك والبقار رحنا ما دايرينش الكونترادا بغيتي تقى الله راني كندير نص ما بغيتي شاي ما نسالكش عبي كل شيء عبي كل شيء قلت له لا 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 هارون واخا يعني ما كنشوفكش وما كنعرفكش كنعرفك ما كتكذبش هاد الشيء راه كدي فيه النص وكنشوفك مع با بحال الخوت ايه ومشينا ودرنا الكونترادا انا وياه فين عند العدول عند العدول بالعدول صفرو ايه صفرو ايه كان شي ما تشاركين مده بزاف تبغى يمشي تبغى ايه مرحبا الحمد لله الله يبارك فيك مرحبا بك ومرحبا بهاد الناس كاملين مولانا هو ذي الله يخليك صحيح الله يبارك فيك الله يبارك فيك زين وولادك الله يبارك فيك انتم الله يخليكم بخير وعلى خير ووصلكم للبلاد بخير. Beaucoup de musulmans m'ont parlé de l'activité importante des juifs dans la menuiserie, la bijouterie, la confection de babouches, la couture et la fabrication de boutons de caftan, et de ce que l'on appelait les métiers juifs comme matelassier, ferblantier, soudeur et cordonnier. عن هواكم يا بدور منكم مرضي طال
Poursuivant son périple, Moshe va se diriger instinctivement vers la plus vieille synagogue de Sefrou, où il travaillait avant son départ. يلا مش زيد نجاز من هنا زيد نجاز من هنا يبقى علي من هنا يخشوا علي من نستسي ونرى ودار يشرحها مين حوين ساعات حلوهم ديارو حلوهم حوين رزمان تسيكلو طاح انا مشيخ بزاف تاريخ انا البيع يوزعني كانت سلام خيره كان فيها السواري وكبات شويه هنا كانت الصلاه دي تسمى الصلاه فيها كيصلي ربي دافيد عمر ديال الحاخم ديالنا الديان ديالنا كان يصلي هذه الصلاه ديالنا كانت السلام ديالنا مجوقه فيها السرزم فيها سي بهدو هذا هو مع الشركة هذا الشركة معاه هو دابا الرجال عندهم باش يخلصوه ما بغاوش كل شهر او شهر يا سيدي كل شهر يخلصوا 4 شهور نجيو من البلاد على رجلينا للميعارة ومن الميعارة كربتوها الطريق ضيقة باش نطلعوا لهنا للجبل نزورو وهذا الموضوع نزورو كنا نزورو وهذا الموضوع عندهم مأمنين فيه المسلمين كيزوروا المسلمين وكيزوروا اليهود واحد السيرس يزور كله غير أي طلبات نقبل له وكانوا النيت المرة دي تخسرها في الشهر 9 كتجي لهنا تجي تطلع لهنا تزور وكتعمل شويه الحلاوات هنا يا عيرو خشيرة حدثا لخبط بوشينا كدسا يا عيرو خشيرة حدثا شامني غلولو شجري تورا ني علما مي عيني كل حي لقدوس أدوناي مي خباد هربي شيمون بار يوحي مالأخ إلهيم نورا شالوم شالوم لخيم. Moshe veut finir son pèlerinage à l'école rabbinique Imabanim dont il s'occupait et où les enfants juifs, pauvres ou orphelins, venaient manger gratuitement tous les jours.
أنا كان الساعة اللي كانت عليها 30 عام، عام 47 كان هذا الموضوع البلدية وشراوه يمهبني اليهوديات يجمعوا الفلوس وشراوه وبناو يمهبني هنا وجابوا الدراري الكبار كلهم كانوا يقراوا في الملاح جابوهم يقراوا هنا والصغارين خلاوهم في الصالة الكبيرة ويمهبني ومن دول 10 سنين جابوا جمعوا الأولاد كلهم اللي كانوا في الملاح خرجوهم هنا وديبنا هذا الموضوع اللي يوقف على البنيان هو واحد اليهودي يسمى ابراهام الروس هو اللي وقف تبنا هذا الشيء وكان كيجمع الفلوس من النساء ومن الرجال اليهوديات والرجال وكاينين شي واحدين ديما دير على برا من هنا كانوا يعاونوا بزاف في هذا الشيء حتى تبنى هذا الشيء وكانت لا كانطين هنا برا كانوا يعطيو الدراري ياكلوا في الصباح البيضاء واتاي وفي الفطور كانوا يعملوا لهم طبيخ الحيمات نوبه اللحم نوبه الحوت كل نوبه كانوا يعملوا كانوا ياكلوا جوج نوبات في النهار كانوا ياكلوا في الصباح. Après ce retour à Sefrou, où j'avais été impressionné par la chaleur des rencontres, par la force des liens ancestraux entre juifs et musulmans, une question me revenait sans cesse. Pourquoi les juifs ont-ils quitté leur terre marocaine millénaire, leur petit paradis, avec en plus, pour la plupart, le sentiment de retourner chez eux, en terre promise? Je suis allé à nouveau en Israël chercher une réponse auprès de ceux qui sont partis. Je n'en ai pas eu une, mais plusieurs, tout aussi décisives. Pour Samuel, ami de la famille qui vit à Jérusalem, l'œuvre laïque de l'Alliance israélite universelle a été fondamentale. Avec lui et d'autres, je compris qu'avec la modernité, un vent de liberté soufflait alors, emportant au passage l'harmonie et l'immuabilité du temps. J'y ai trouvé là une première réponse. Ma génération était une des premières, peut-être la deuxième, à aller vraiment d'une façon plus ou moins régulière à l'école de l'Alliance. Et là, c'était une révolution complète des mœurs, de la langue, de tout. C'est le passage d'une période à une autre, très distincte. Ma génération, on a vécu les deux, avec un pied d'un côté, un pied de l'autre. Quand on a ouvert l'école de l'Alliance à Sefrou, les premiers à y aller, c'était d'abord les filles, car les filles n'allaient pas à l'école rabbinique. Et pour les parents, c'était une façon de leur donner une certaine culture. Donc il n'y avait surtout que des filles, ou presque que des filles. Et le directeur avait trouvé une idée ingénieuse. Un jour, il a dit, pour chaque fille, il faut amener un garçon. Sinon, on n'accepte pas les filles. La famille était grande, donc on se partageait. On envoyait une partie à l'école rabbinique, à Emma Banim, une partie à l'école de l'Alliance. Comme ça, on gagnait les deux mondes à la fois. Cette petite révolution n'est pas passée sans crise, sans conflit, car il y avait les rabbins d'un côté qui voulaient tout naturellement que nous soyons de bons petits juifs, connaître les prières, la tradition et tout, mais d'un autre côté, il y avait l'école de l'Alliance qui apportait quelque chose de nouveau. On faisait par exemple la gymnastique. C'était quelque chose de nouveau, se mettre en habit de gymnastique et faire l'éducation physique. En y pensant, sans l'école de l'Alliance, on serait resté avec les valeurs très riches du judaïsme, de la tradition juive, mais c'est tout.
ça ne nous aurait pas amené dans le XXe siècle avec le monde moderne, avec une langue moderne, avec des professions plus modernes. Est-ce que sans le français, on aurait évolué, on aurait pu continuer nos études dans des lycées ou dans des écoles professionnelles? Est-ce que j'aurais eu l'idée, peut-être, même mon départ de Soufrou à un très jeune âge pour venir en Eretz Israël, en Palestine du temps, ça ne pouvait peut-être pas provenir de l'école rabbinique. Il fallait un air un peu plus ouvert vers le grand monde pour oser faire une chose pareille. Les femmes, elles, ont souvent évoqué le rôle émancipateur du scoutisme, la sortie du ghetto et l'ouverture sur le monde que cela a représenté. Ma mère s'en souvient avec nostalgie. C'était magnifique, alors que d'habitude on était toujours enfermés, quoi. Quand on revenait de l'école, il fallait rester à la maison. On n'avait pas beaucoup le droit ni de sortir, ni de tarder le soir. Et cette liberté d'être seule, moi j'ai adoré cette période. Mais c'était très dur au début parce que nos parents n'acceptaient pas qu'on fasse des sorties ni des camps. Il a fallu vraiment batailler pour avoir cette possibilité. Moi, c'est grâce à ma grand-mère qui allait toujours me soutenir auprès de mon père et de lui dire « laisse-la, laisse-la », que finalement, bon, on a pu faire partie d'un mouvement de scouts. On a fait des camps, des réunions intervilles, et c'est un très bon souvenir. Ça nous a apporté beaucoup de choses, c'est-à-dire de se voir, d'apprendre plein de choses, d'aimer son prochain, de faire des béats. Enfin, moi, je sais que ça nous a apporté beaucoup de choses. Je trouvais une autre réponse quand beaucoup m'ont raconté ce fameux dimanche 30 juillet 1944. Ce jour-là, sous un prétexte futile, environ 400 goumiers, soldats musulmans de l'armée française, vont mener une chasse aux Juifs à Soufrou, à l'issue de laquelle tous les hommes vont être emprisonnés. Ceci aura pour effet, comme le pogrom d'Oujda plus tard, de réveiller de vieilles peurs diffuses et viendra rappeler aux Juifs leur situation de minorité, bouc émissaire potentiel du protectorat français ou de la majorité musulmane qui s'éveille au nationalisme. On était petites, c'est-à-dire moi je crois que j'avais dans les 16 ans, moi et ma sœur. Et on avait des petites sœurs, 5 petites sœurs ou 6, toutes petites. Et ils sont venus nous dire que les goumiers rentrent dans les maisons juives. Il faut s'enfuir ou se cacher. Alors ma mère, la pauvre, elle a eu peur de nous, comme on était jeunes filles. Elle a peur qu'ils nous abusent de nous, quelque chose. Elle nous a fait monter un toit pour retourner, pour être dans la maison des... On avait un voisin arabe, algérien, d'origine algérienne, que sa femme, elle était amie avec ma mère. Ma mère, elle a mis un soulam, comment on dit soulam? Enfin, elle nous a fait traverser un mur qui séparait leur maison de notre maison. Elle nous a fait descendre là-bas. Et elle s'est cachée dans un poulailler, ma mère et une voisine. Ils ont entendu du bruit à la maison et après le silence. Ma mère, elle a cru que les goumiers étaient partis. Elle a dit, je vais aller fermer la porte. Ils sont partis. Elle est allée, ils lui ont sauté dessus. Il y avait 2 qui étaient dans une chambre à coucher. Ils ont vidé toute la chambre à coucher, tout ce qu'il y avait dedans, les bijoux, la lingerie, tout. Et ils ont commencé à frapper ma mère avec leur ceinture. Et ma mère était enceinte de Léa, de ma petite sœur Léa. Je me rappelle, et heureusement qu'il y avait le directeur de la poste, M. Nourissa. Il est sorti, il a tiré en l'air.
Eux, ils ont entendu les coups de feu en l'air, ils se sont sauvés, ils ont laissé ma mère évanouie par terre. La piscine, c'était interdit pour l'arabe et pour le juif à Souffron. Moi, je me rappelle. Et on nageait dans une petite piscine un peu loin. Mais la piscine municipale, c'était ouvert que pour les Français, un certain temps. Pas tout le temps, mais combien d'années, c'était comme ça. Et le mercredi et le samedi, l'après-midi, on avait le droit de se baigner parce que avant de laver la piscine, de nettoyer, on donnait à se baigner. C'est-à-dire, on était mal vus. La vie avec les Arabes, on n'avait jamais peur. Le commerce avec les Arabes, c'était libre et bien, plein de confiance, on n'avait jamais peur. On avait peur de la foule. 15 jours, ils pouvaient rentrer chez nous, c'est tout. Mais cette peur, dès qu'on est né, jusqu'à présent, et pourtant ça n'a jamais existé. Et c'est cette peur qui a fait envoyer les Juifs du Maroc. Parce que tout le temps, on avait cette pensée. Il y avait la peur, mais c'était une peur avec un point d'interrogation. C'est tout. Mais pratiquement, il n'y a jamais rien eu. Je sais qu'avant, il y a eu quelques attaques, etc. Mais j'étais jeune, je ne me rappelle pas. Enfin, dans ce contexte, renforcé par le traumatisme de l'Holocauste pour les Juifs du monde entier, l'intense activité des émissaires sionistes rencontre un écho. L'idéal socialiste des kibboutz, la revendication nationale mêlée à l'ancestral messianisme religieux fascine, en particulier les jeunes idéalistes et les très pauvres qui n'ont pas grand-chose à perdre. Vous savez que pour venir en Israël, il fallait un certificat des autorités britanniques en Palestine. Ces certificats étaient limités, je crois, à quelques centaines par an, un millier par an. Je ne peux pas vous dire. Mais de ce fruit, 2 personnes sont parties. Ça devait être en 1946. 2 personnes, je me rappelle de l'un d'eux seulement, c'était Amos Assouline. Amor, il s'appelait. Amor Assouline. Pourquoi lui et pas un autre? Parce qu'il a eu la chance, je crois prémédité, d'aller étudier dans une école agricole en vue d'avoir un jour un certificat pour aller en Palestine. Car on donnait la préférence à ceux qui avaient une formation agricole, une formation professionnelle, et pas à des gens qui ne peuvent rien apporter au pays. Je me rappelle très nettement du jour de son départ, car il y avait une petite réunion au local sioniste, qui était au fait le local des anciens de l'école de l'Alliance israélite. Il y avait beaucoup d'activités dans cette organisation. Et je me rappelle le jour de son départ, qui m'avait beaucoup marqué. J'avais 19 ans et il est venu quelqu'un de Palestine, c'est-à-dire d'Israël. Et c'est là que j'ai connu mon mari. Avant, il était mon chef. Il nous a dit, au lieu d'être scout, on va être des habonim, on va être des constructeurs. Il nous donnait des cours. Il nous a appris des chansons israéliennes, des danses folkloriques. Il était envoyé, lui, par la Soukhnout, c'est-à-dire l'agence juive, pour former des jeunes, pour les envoyer au kibbutz. Et au Maroc, il avait quelques difficultés, surtout parmi les rabbins et les chefs des communautés. Ils avaient peur d'être mêlés au sionisme. Et on faisait tout en cachette. C'est-à-dire on se réunissait dans des synagogues. La nuit tombée, on se réunissait là-bas. On ne faisait rien de mal. On écoutait ce qui se passait en Israël, comment les gens travaillaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils nous expliquaient que c'est vrai qu'on est bien au Maroc et tout, mais il faut aller en Israël. C'est là-bas notre avenir. Et nous, on l'écoutait bouche bée. On était passionnés. La vérité, j'avais envie de quitter ce frou, j'en avais marre.
Là-bas, toujours la même chose. Toujours la famille, le ménage, la cuisine, aider la mère à faire ça. Et j'avais envie de partir. J'ai voulu autre chose. Et j'ai eu autre chose. J'avais donc pris ma décision de partir et le mot d'ordre avait été donné que le départ aura lieu le dernier jour de Pâques 1947, la veille de la Mimouna. Donc tout le petit groupe, on était partis à Fès individuellement, tout était en grand secret avec des codes de reconnaissance. On avait donc traversé la frontière pendant toute une nuit de marche, jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'autre côté de la frontière algérienne. Et c'est dans cette forêt qu'on devait attendre le bateau, le fameux bateau qui devait venir pour nous amener en Palestine. Bref, au bout d'un mois, avec toute une histoire à raconter, comment cette embarcation dans la nuit noire s'est effectuée avec des barques. C'était des jours de famine, de soif, de misère, d'époux. On était entassés dans les cales du bateau. C'était la formule du temps, qu'il fallait entasser le maximum de personnes possible. Et on est arrivé au bout de 21 jours à proximité de Haïfa. Les destroyers britanniques nous avaient suivis tout le temps, toute la route. Et puis nous avaient accostés. Il y a eu la petite bagarre traditionnelle entre les Anglais et nous. On avait lancé tout ce qu'on pouvait lancer comme pierraille ou ferraille ou n'importe quoi. Mais à la fin, il fallait se rendre car ils nous avaient lancé des gaz lacrymogènes, ils nous avaient refoulés avec des jets de pompiers. Donc on était terrassés au bout de 20 minutes, une petite demi-heure, et on a entonné la tikva, on a hissé le drapeau sioniste et puis on s'est rendu. Comme tous les immigrants illégaux qui venaient d'Europe, on avait été amenés à Chypre. Mes ancêtres, ils ont vécu là-bas parce qu'ils n'avaient pas le moyen, parce qu'il n'existait pas l'État d'Israël. Et ils n'avaient pas, c'était impossible. Ils étaient obligés de vivre là où ils sont nés. Et moi aussi, si ce n'était pas l'État d'Israël, je serais encore resté au Maroc. C'était très bien. On ne savait pas autre chose. On était bien. Seulement, dès que l'État d'Israël a été créé, ça y est, voilà, ce qu'on disait chaque année, l'année prochaine à Jérusalem, voilà, ce rêve, il vient d'être réalisé. Quand, en 1956, le sultan du Maroc revient de France pour annoncer l'indépendance du pays, 80 000 juifs sont déjà partis. Mohamed V, après les avoir protégés sous Vichy, appelle les juifs à construire le Maroc nouveau. Ils sont encore 180 000. Pour certains, il y a l'angoisse, celle du face-à-face ancestral, sans intermédiaire possible, celle d'une vie en demi-teinte, à l'ombre du croissant. D'autres, au contraire, accueillent ces déclarations avec l'espoir de devenir des citoyens égaux. C'est le cas de mon père. On a été voir un fqih musulman, c'est un prêtre musulman, qui était un des dirigeants nationalistes. Et alors il nous a dit d'apporter une Bible. Et il nous a fait jurer sur la Bible qu'on serait des citoyens honnêtes avec le pays, qu'on le défendrait en cas de besoin. Et on a tous mis la main sur la Bible et on a juré. L'indépendance, bon, les autorités américaines ont fait leur possible pour rassurer la population juive. Et ça a marché, c'est-à-dire qu'on a joué le jeu, quoi. À peine l'indépendance annoncée, moi on m'a envoyé un télégramme me nommant receveur à la Nouvelle Médina, de Casablanca. À la Nouvelle Médina, il y avait 300 000 musulmans, il n'y avait pas un seul juif. J'ai dit on va y aller quand même, on va essayer. Eh bien j'ai passé 1 an à la Nouvelle Médina, ça s'est très très bien passé. À chaque fois qu'il y avait un petit pépin en Israël, ça se sentait exactement. Quand Nasser, le leader égyptien, a été en visite au Maroc, eh bien, tous les juifs avaient la trouille.
Pourquoi, je ne sais pas. Mais tout le monde avait peur. Donc, on utilisait cette peur pour inciter les gens à quitter. Et c'est tout. On ne pensait qu'à ça. C'était un événement national. Ce n'est pas exactement le vrai mot, mais tous les Juifs ne pensaient qu'à ça. Et on voyait chaque semaine une famille qui partait, et encore une famille qui partait, etc. etc. Les guerres israélo-arabes attisent de plus en plus les tensions. Après le naufrage de Légose, bondé des migrants juifs clandestins, en 1961, le nouveau roi Hassan II ouvre les vannes de l'immigration juive. Les jeunes partent, les plus âgés freinent puis finissent par rejoindre leurs enfants. La guerre des 6 jours sonnera le glas pour les derniers résistants à l'exode. Mon père, qui émigrera finalement en France, me révèle la vraie cause de son départ. Avec la propagande antisioniste, cette propagande devenait anti-juive. Par exemple, moi, ce qui m'a incité à quitter le Maroc, c'est un article dans un journal progressiste qui était le journal de l'UMT, c'est-à-dire, comme tu disais, la CGT en France. L'UMT, c'est l'Union marocaine du travail, à laquelle j'adhérais, moi. J'étais militant de l'UMT. Eh bien, dans ce journal, on a dit dans un article un jour qu'il y avait un nid de serpents sionistes dans l'administration des PTT. Et on a cité des noms, et il y avait mon nom là. Alors que moi, j'ai jamais été sioniste, et parmi tous les gens qui ont été cités, ils n'ont jamais eu aucune activité sioniste. C'était simplement pour dire qu'il y avait des juifs dans l'administration, les montrer du doigt. Alors ça m'avait écœuré. Et j'ai décidé, à partir de ce moment-là, j'ai décidé qu'il fallait que je quitte moi. Sinon, jamais l'idée ne m'avait traversé, moi. D'autant plus que moi, j'avais une bonne situation dans l'administration et que j'avais des relations très amicales aussi bien avec mes subordonnés qu'avec mes chefs. Alors là-bas, j'étais très estimé. Et donc, je n'avais aucune raison de partir. Mais à partir de cet article, j'ai pris ma décision. J'ai dit, c'est fini, de toute façon, ça ne marchera jamais. ناس ساعات يحب يجي لإسرائيل كان خلق لي هذا الولد كان خلق لي فليت الشكا باقي صغير أنا كنت نقبل مكفي طهارة المكفي كيعمل من ساعة يتسمى مكفي طهارة واحد ساعات هذاك المكفي يكون أنا خوي أنا خرجنا على برا نحفلوا على الحفرة وكنطلعوا أي نخوة أنا عافدين الحفرة ونمشي نضرب واحد الحجرة تفلقت بالدم مشيت لعند السبيتال كان عندنا قدامي مباني بالسبيتال مشيت لتما داووني سدوا لي راسي وقالوا شكون قلت لهم ما نعرفش زوال تسمح له شنو هنا بقى تسمح ورجعوا الأول مشى بحال هذيك الساعة أنا مقاسلي ما مقاس نقيس في البلاد أنت اللي جو في أومز أنا جوج راسي أنا مشيت الفاس سيت الخشاب عملت الصنادق بديت أنا نمشي ومشيت بحالي. Avec le temps, les Juifs marocains se sont largement intégrés en Israël. Ashdod, construite sur du sable il y a plus de 30 ans par les Nord-Africains, est une ville moderne de 150 000 habitants. Maintenant, la rancune envers cette terre qui n'a pas tenu toutes ses promesses s'est estompée. Car pour le meilleur et pour le pire, ils sont plutôt fiers d'avoir un pays à eux. La rancœur n'est plus de mise, l'idéalisme non plus. Moi, quand je me suis déraciné en 1950, j'étais fané, mais j'étais jeune. J'étais jeune et j'ai continué à vivre. Et ça y est, j'ai surmonté toutes les difficultés. Maintenant, c'est très bien. Maintenant, ça va très très bien. Pour moi, je suis très heureux que je suis en Israël et que j'ai des enfants en Israël. Parce qu'eux, au moins, ils n'ont pas connu ni sale juif, ni juif. Ce que j'ai connu. Et puis ils poussent en grande liberté, ils ont tout ce qu'il faut. Et je suis très heureux. J'ai reçu un coup, mais je me suis remonté. Alors j'ai perdu mon fils Aaron à l'armée, il était parachutiste. Donc je l'ai perdu, c'était un grand coup pour moi. C'était très difficile. Jusqu'à présent c'est difficile, mais n'empêche, je vis pour les autres. Il ne faut pas que je le montre. Et grâce à Dieu, voilà, le fils Paco est ingénieur.
La fille vient de finir son université. C'est que l'immigration. Les gens qui immigrent, ils souffrent. Pas seulement les Marocains. Moi, je vois toute immigration. Les gens qui ont immigré, ils ont souffert des Israéliens qui habitent ici. C'est pas seulement les anciens. Parce que nous, on disait, les Marocains disaient Marocco-Saké. Nous, maintenant, on dit les Russes des poules. Mais les Marocains, c'est-à-dire, c'est pas la question de racisme. Non, c'est une question d'habitude. Pour se sentir mieux que l'autre. Pour ma culture, avant tout, je me sens juif. Et après, marocain et après, israélien. Parce que si tu es juif et tu veux dire que tu n'es pas juif, les autres te disent que tu es juif. Et aussi, si tu es marocain, tu ne peux pas dire que tu es marocain, on te dit que tu es marocain. Alors il vaut mieux se sentir comme ça. Et comme ça, moi je sens juif, marocain et israélien. Ça a commencé la guerre de 6 jours. Et à ce moment-là, on a oublié le Maroc. Et on ne rêvait plus de retourner au Maroc parce que la guerre avec les Arabes, le Maroc s'est éloigné de nous, et on a tout oublié. Et grâce à Dieu, maintenant, je suis retourné, j'ai vu, et j'espère que la paix sera établie un jour. Tandis que pendant les années que j'étais ici, j'ai oublié le Maroc. Parce qu'ils n'avaient pas l'espoir de retourner vers le Maroc. Parce qu'on n'avait pas de relations avec le Maroc. Et c'était impossible. Et là, ça m'a manqué. Mais maintenant, ça va. Je suis retourné, j'ai fermé le cercle avec le Maroc et je suis très content. Aujourd'hui, avec ce processus de paix à laquelle je crois tout mon cœur, voilà qu'on va se retrouver peut-être demain, après-demain, là-bas l'État palestinien, ici l'État d'Israël, et on restera voisins. Ce sera pas mal, hein, j'espère. Moi, j'y crois. عن هواكم يبدو منكم مرضي عن هواكم